Enregistrement sur... Voilà, donc ça c'est bon. Bon. On va juste passer rapidement, puisque M. Roquet n'était pas là au début, on va passer rapidement sur donc, partage d'écran, sur notre présentation. Alors, comme je disais, les obligations du syndic ont déjà été développées par 2 fois et sont actuellement disponibles sur le replay de la chaîne ANCC qui est sur YouTube. Donc, on va plutôt aborder cette fois-ci les mises aux normes, c'est-à-dire les obligations de mise aux normes du syndic par rapport à la copropriété. Alors, je passe sur les sources des obligations. Tout le monde sait que c'est la loi du 10 juillet 1965 qui régit les copropriétés, qu'il faut obligatoirement un règlement type, un règlement de copropriété type de l'époque ou pas, et un contrat de syndic type depuis 2014, que le syndic a plusieurs types d'obligations, des obligations administratives, donc par exemple la mise en place d'un extranet, des obligations comptables et financières, par exemple présenter les 5 annexes chaque année au vote de l'Assemblée, et des obligations techniques, plutôt technico-légales, c'est-à-dire la vérification de la mise aux normes, en tout cas l'entretien de la copropriété qui comprend la mise aux normes. Alors, dans les obligations administratives, on va passer rapidement, puisque c'est lui qui détient les archives, notamment la liste des copropriétaires, notamment le carnet d'entretien, il convoque les assemblées, et tout ça, ce sont des éléments qu'on devrait pouvoir retrouver, mais qu'on devrait, si on le demande, pouvoir retrouver sur l'extranet. Extranet, que je rappelle, qui doit être gratuit, puisque officiellement, il y a au moins 2 ou 3 séries de modèles d'extranet gratuits. Il n'y a aucune raison pour qu'on facture un extranet qui serait celui qui aurait été choisi par le syndic, sauf si l'Assemblée en décide autrement. Donc, pour ce qui concerne l'extranet, il est évident qu'il ne mettra rien sur l'extranet que vous ayez demandé préalablement. Donc, à vous de constituer la liste nécessaire pour effectivement avoir un maximum d'informations disponibles. Par exemple, les contrats, les factures, les relevés bancaires, les appels, le règlement de copropriété par définition, le carnet d'entretien. Ça peut être utile quand on est vendeur et qu'on fait une promesse de vente. Ça évite d'appeler le syndic et d'attendre 3 semaines à 2 mois. Les balances des grands livres des comptes passés, et puis dans l'exercice en cours, une balance tous les 3 mois, éventuellement un grand livre tous les 3 mois, enfin en tout cas, tous les éléments permettant de pouvoir saisir la situation de la copropriété à tout moment, surtout quand on est vendeur et qu'on a besoin de savoir ce qui va nous rester à la fin donc ce qui va être réclamé par le syndic et ce qui va nous rester à la fin de la vente. Pour les mises aux normes, c'est un peu différent parce que, effectivement, d'abord, elles se succèdent. Les normes changent régulièrement. Je disais tout à l'heure que les bâtiments neufs, normalement, sont aux normes, et c'est entre guillemets théoriquement, puisqu'en fait, vous avez aujourd'hui beaucoup, en tout cas depuis 7 ans, beaucoup de contentieux sur les malfaçons, et notamment les malfaçons sur les mises aux normes des copropriétés. J'en ai encore aujourd'hui, donc ça prouve que pour des livraisons de 2021, il y a encore des promoteurs qui ne respectent pas les règles. Donc la mise aux normes, c'est supposé être acté pour les 5 dernières années, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, pour les immeubles qui vieillissent, qui vivent, effectivement, d'abord, ce qui a été mis aux normes à un moment donné peut s'être dégradé, et deuxièmement, la mise aux normes, la norme peut avoir changé. Et donc, dans ces cas-là, il faut une mise aux normes. Alors, pour les obligations légales des copropriétés, vous avez tous les diagnostics classiques. Donc, normalement, pour tout ce qui est thermite, plomb, amiante, vous avez, enfin, normalement, vous êtes censé avoir, parce que c'était une obligation, c'est une obligation. Bien entendu, c'est des diagnostics que vous devez aussi avoir pour vos appartements, donc pour les parties privatives, mais on peut vous les demander aussi pour les parties communes, parce que normalement, l'amiante, on le trouve plutôt dans la construction, la partie toiture, etc. Et ça, normalement, ce sont des parties communes. En tout cas, pour l'instant, on est obligé de les fournir et ils ont une valeur. Alors, pour l'amiante, c'est à vie, c'est-à-dire que si vous avez un diagnostic amiante qui dit qu'il n'y en a pas, c'est définitif, même s'il y a des modifications après. En tout cas, il a une durée de validité qui est à vie. Pour ceux qui détectent un peu d'amiante, par exemple, sur les toitures des garages ou sur les toitures des vélos, des garages à vélos, là, effectivement, il suffira à chaque année, peut-être pas, mais en tout cas à chaque vente, de faire un diagnostic amiante pour constater que la situation n'a pas évolué. C'est relativement le cas souvent pour les toitures de garage qui étaient en fibrociment et qui donc étaient isolées par projection d'amiante, par flocage. Ensuite, vous avez effectivement les diagnostics qui se sont rajoutés, puisque je rappelle que ce n'était pas obligatoire et ça le devient de plus en plus, notamment le DPE pour les problèmes énergétiques. Ça n'oblige pas à faire des travaux,
mais ça situe votre copropriété et votre appartement dans une grille qui permet de dire est-ce qu'elle est haute, basse, est-ce qu'elle est extrêmement énergivore ou est-ce qu'elle est beaucoup moins. Au jour d'aujourd'hui, voilà, ça donne simplement un classement. Et le DTG, qui là est un peu plus complet. Alors, il n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais il est plus complet parce qu'il intègre la totalité des mises aux normes, notamment celles qu'on va voir, les accessibilités, l'installation électrique, parce que vous pouvez avoir un très bon score énergétique, mais avoir une installation, par exemple, sans prise de terre. Ça existe encore. Moi, j'ai eu à refaire la peinture d'une cage d'escalier, et comme on ne voulait pas refaire des travaux par la suite, on a voulu faire en même temps le diagnostic électrique. Et est arrivé ce qui est arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais certainement à un moment donné, la prise de terre a eu lieu, et là, il n'y en avait plus. Alors, c'est vrai que pour les parties communes, c'est limité à la minuterie de l'escalier. Mais quand même, une prise de terre, ça permet justement de dégager un éventuel coup de foudre qui aurait pu arriver et blesser quelqu'un si au moment où la foudre est tombée, il avait le doigt sur l'interrupteur. Enfin, des choses qui vous paraissent anodines, ou un incendie, par exemple. Une mauvaise installation électrique ou qui s'est dégradée parce que, par exemple, quelqu'un a fait des travaux et a dégradé l'installation électrique, peut conduire à l'incendie de la copropriété. Donc, ces mises aux normes-là, elles ne sont pas définitives. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a constaté qu'on était aux normes que dans le temps, ça va durer. Donc, ça nécessite, peut-être tous les 5 ans ou tous les 10 ans, de refaire une mise à jour de la mise aux normes pour s'assurer que tout est conforme à ce qui avait été validé la fois précédente. Alors, on a en plus maintenant des conditions, des mises aux normes à faire en termes d'accessibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, une personne temporairement ou définitivement handicapée, parce que ça peut être aussi une personne qui est dans un fauteuil parce qu'il a eu un accident de voiture et qui va se rétablir. Il n'empêche que pendant la période où il est dans son fauteuil, il faut bien qu'il puisse rentrer chez lui. Donc, on a des normes maintenant d'accessibilité qui imposent effectivement si la demande est faite, et si la demande est faite, d'adapter la copropriété à ce type d'événement. Et puis après, vous avez ceux qui sont effectivement handicapés, qui sont permanents, et qui, eux, ont besoin, par exemple, de rapprocher la voiture du tableau électrique pour pouvoir recharger la voiture électrique. Pour ceux qui ont besoin, effectivement, d'accéder à une rampe qui se trouve, par exemple, dans le parking, alors qu'elle ne se situe pas à l'avant d'un immeuble. Donc, ces règles d'accessibilité, on va les lister, mais elles sont connues. Il suffit de vérifier qu'effectivement, s'il y a une demande, on est bien en charge de pouvoir le faire, en capacité de pouvoir le faire. Après, il y a une nouvelle donne qui concerne les voitures électriques, où là, de la même manière que ce soit un locataire ou un propriétaire, s'il y a une demande, il y a obligation de mettre aux normes, c'est-à-dire de rajouter un compteur pour ces recharges de voitures, de manière à ce qu'elles ne viennent pas polluer la consommation générale d'une copropriété. Il faut pouvoir les isoler. Après, on verra comment ça doit s'équilibrer entre la demande d'un particulier, d'un copropriétaire, pour que ça ne prenne pas, pour que tous les autres copropriétaires ne soient pas en charge de cette dépense qui est une dépense privée, en tout cas individuelle. J'aurais une question. Oui. Quand on a une copropriété qui n'a pas d'électricité commune et qui n'a pas de… Est-ce qu'on va être obligé à terme avec les véhicules électriques à faire quelque chose pour que les gens puissent… Alors, la difficulté, c'est que normalement, qu'on n'ait pas d'électricité commune, ça doit être un cas très particulier. Ça veut dire que chacun a une entrée, chacun a son entrée directe dans l'appartement. Oui, les entrées sont privatives. Dans ce cas-là, il n'y a pas de charge commune. Oui. La difficulté va être effectivement, alors s'il n'y a pas de connexion commune, à la limite, ça veut dire que si un des copropriétaires veut installer un compteur électrique individuel, il peut le faire quand c'est dans le cas d'une maison, il peut le faire sans demander l'autorisation de la copropriété puisque c'est sur sa partie privative. Donc, il passe le fil par la fenêtre, alors. Il passe par là où il a déjà son compteur, puisqu'il a déjà un compteur privatif. Oui. Donc, il utilise un deuxième ou le même compteur, mais je lui conseille quand même plutôt de mettre un deuxième compteur, parce que là, ils sont en train de nous préparer une différenciation de la facturation de l'utilisation électrique commune, donc pour le tout venant, pour le quotidien, et une facturation spécifique plus chère pour la recharge de véhicules électriques. Donc, il vaut mieux avoir deux compteurs tout de suite. Ça évite d'avoir à faire le distinguo à terme. Mais leur objectif, c'est de nous facturer plus cher la recharge de voiture, alors que c'est la même électricité normalement. Exactement. Normalement, c'est la même, mais là, on nous prépare déjà une facturation supplémentaire pour les véhicules électriques. Donc, il faut se préparer à ça. Ensuite, on a les ascenseurs. Alors là, c'est pareil. Il y a beaucoup de normes ascenseurs qui sont dites entre guillemets normes,
mais pour lequel il n'y a pas de sanction. Donc, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre en copropriété pour dire oui ou non. Par exemple, je me souviens d'une obligation de mettre une porte automatique. Vous savez, les portes qui ferment automatiquement pour éviter que les gens se coincent les doigts, que les enfants se fassent mal, etc. Sauf que ce type de porte, vous pouvez la refuser, par exemple, si vous avez un ascenseur de type Eiffel, parce que ce n'est pas du tout adapté à ce type d'ascenseur. D'abord, ils sont plus étroits, ils sont moins larges, donc c'est difficile de mettre une porte automatique. Et deuxièmement, la plupart du temps, les gens ont acheté parce qu'il y avait un ascenseur Eiffel, c'est le plus de la copropriété, avec cette fameuse grille en accordéon qu'on ouvre et qu'on ferme, qu'on retrouve encore à la Tour Eiffel au 2e ou 3e étage. Donc ça, effectivement, ça fait le charme de la copropriété. On ne va pas s'amuser à mettre une vilaine porte alors qu'on a un plus, on a un élément décoratif qui risque d'être abîmé. Donc moi, j'ai eu le cas et on a refusé carrément la porte automatique. Et ça n'a pas d'incidence directe en termes d'assurance, puisque du moment qu'on peut prouver que le système qu'on a est suffisamment sécurisé, ça ne devrait pas. Alors, on est toujours dans l'expectative, puisque les assureurs trouvent toujours le moyen d'exclure leur garantie quand il s'agit effectivement de rembourser. Mais en attendant, pour l'instant, c'est prévu et il y a moyen de se battre si jamais il y avait une exclusion potentielle. Donc les ascenseurs, il y a beaucoup de normes qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas financées. Et là, on peut refuser. Alors, sauf les normes, je dirais, de sécurité, comme par exemple l'électricité. On a demandé à ce qu'il y ait un minimum de… Il y a une norme qui fixe qu'on doit avoir un certain nombre de luminelles dans la cage escalier pour pouvoir la voir même de nuit, etc. Quand vous avez des cages escalier qui sont ouvertes complètement ouvertes à la lumière du jour et que la lumière du jour passe en permanence, ça ne peut valoir que pour la nuit. Dans ces cas-là, on ne met un système lumineux que pour la partie nocturne. Voilà, il y a de toutes sortes d'adaptations aux obligations logiques obligatoires, aux obligations de normes. Après, vous avez les chaufferies, là c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des chaufferies sont… Alors, il y a différents types de systèmes de contrôle et de sécurité, mais il y en a au moins un, c'est la ligne téléphonique. Vous savez que maintenant, enfin, je pense que c'est depuis l'installation, les chaufferies sont reliées directement aux prestataires par une ligne téléphonique qu'ils utilisent pour vérifier l'état de la chaufferie, si elle fonctionne bien, si elle est en marche, etc., et qui permet de la piloter à distance. Jusqu'à maintenant, on utilisait, comme pour les ascenseurs, une ligne téléphonique de type Orange, donc une ligne matérielle. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors, je n'ai plus le nom en tête parce que je l'ai fait changer il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près. On a changé toutes les lignes téléphoniques par des lignes DSL. Et donc là, la question ne se pose plus. On ne travaille plus avec Orange. En fait, c'est le fournisseur qui fournit sa ligne DSL pour contrôler la chaufferie. Et donc, on n'a plus les problèmes qu'on avait avant, où Orange coupait la ligne et on avait une chaufferie qui était en aveugle et qui fonctionnait, qui tournait toute seule, comme pour les ascenseurs, où on n'avait plus d'appel possible à la centrale. Il fallait mettre en place ce qu'on appelle une sonnerie sonore, un appel sonore pour identifier que quelqu'un était bloqué dans l'ascenseur. Maintenant, si tout le monde s'est installé des lignes DSL à la fois pour les ascenseurs et les chaufferies, la question ne devrait plus se poser. Mais encore faut-il vérifier que le syndic a bien fait cette installation parce qu'à terme, elle va devenir obligatoire. D'ici 1 ou 2 ans, on ne pourra plus utiliser des lignes téléphoniques pour assurer la sécurité de ces deux systèmes. Et puis après, vous avez les espaces verts. C'est pareil. Quand on a des espaces verts communs, on a un risque supplémentaire potentiel de responsabilité. Par exemple, si vous avez des jeux d'enfants, il y a beaucoup de copropriétés où on a installé un parc d'enfants. Il y a des normes spécifiques à respecter et il faut obligatoirement que le syndic vérifie que votre parc à enfants est toujours aux normes. En plus, ces normes changent. On a eu des problèmes de sol où il y a eu une modification de la qualité du sol, d'amortissement, etc. Vous avez les piscines. Quand on a des piscines en commun, il y a une réglementation à vérifier pour s'assurer qu'effectivement, elle est bien aux normes. Sinon, c'est de la responsabilité du syndicat ou de la SL. Après, on a les plantations. On ne peut pas non plus planter tout et n'importe quoi. Donc, le syndic est normalement en charge de vérifier qu'on a déjà ce qui existe est bien planté exactement à la distance imposée par la mairie. Et si ce n'est pas implanté, c'est lui qui doit proposer normalement une correction lors d'une prochaine assemblée. Ça peut être soit un arrachage, soit une coupe qui permette à l'arbre de pousser. Mais en général, les gros arbres posent des problèmes de racines, pas tellement de branches, parce que ça, en général, on sait élaguer, mais plutôt des problèmes de racines qui vont jusqu'à mettre en difficulté les murs mitoyens, voire les murs de séparation de copropriété, de propriété.
Qu'est-ce que vous pouvez avoir aussi dans les espaces verts? Vous pouvez avoir des terrasses. Il peut y avoir des terrasses sur les espaces verts. Pareil, il faut qu'elles soient effectivement étanches pour ne pas endommager la partie commune. Donc, on a effectivement aujourd'hui un certain nombre de mises aux normes qui, normalement, font partie des obligations du syndic en vérification. Et si elles ne sont pas faites, il faut obligatoirement les mettre à l'ordre du jour. Si le syndic n'y pense pas, il faut demander un bilan. Le plus simple, ce serait de demander des bilans à la fois d'accessibilité, d'installation électrique. Alors, si on a un ascenseur, normalement, il est prévu dans le contrat, mais il faut vérifier, des chaufferies et des espaces verts. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais c'est ceux qui me sont venus le plus facilement à l'esprit. Ensuite, on a des documents obligatoires. Quand on parle de mise aux normes, c'est la mise aux normes physique, c'est-à-dire qu'on commande un bilan et on fait faire les travaux par le fournisseur. Mais indépendamment de ça, la loi a prévu de faire des diagnostics. Alors, le premier, bien sûr, c'était énergétique, puisque c'était à l'ordre du jour depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, on a imposé des DPE individuels. Quand vous vendez votre appartement, on vous demande de produire un DPE. Mais il y a aussi les DPE collectifs, notamment quand on a une chaufferie, quand on chauffe l'eau, en chaufferie, et quand on fait des travaux de performance énergétique. Et là, on est obligé de faire un DPE. Donc, c'est récent, enfin, ça date de 2017, donc c'est relativement récent. La plupart des copropriétés ne l'ont pas fait. Si elles n'ont pas fait de vente, le notaire ne les a pas demandées. Et du coup, elles ne l'ont peut-être pas fait. Donc, il faut impérativement que ce DPE soit effectué, ne serait-ce que pour des raisons de subvention, parce que si vous avez des travaux à faire subventionner, elles vous seront refusées si vous n'avez pas fait de DPE. Et puis, pour des raisons d'information de l'acheteur, parce qu'il peut renoncer à sa vente sans pénalité si vous n'avez pas produit de DPE. Bien sûr, c'est obligatoire. Bien sûr, on peut faire des ventes sans DPE. Il y a même des notaires qui se passent de demander le DPE. Mais si l'acheteur se réveille et dit finalement, moi, je veux arrêter la vente, et le meilleur motif, c'est de dire que je n'ai pas eu les diagnostics qui étaient obligatoires, eh bien, il gagne à tous les coups. On peut insister, mais il gagnera à tous les coups. Donc, il faut impérativement que ces diagnostics DPE individuels et DPE partie commune soient effectués le plus rapidement possible, parce qu'en fait, ce sont des diagnostics qui sont valables. Alors, je crois que le DPE, il est valable pendant 3 ans, et le DPE. Et donc, à partir de là, vous pouvez le garder 3 ans, et bon, si vous ne vendez pas la première année, il reste toujours valable. Ce ne sont pas des montants importants, donc ça vaut le coup quand même de les mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale, et si ce n'est pas fait spontanément par le syndic, de pouvoir le faire. Alors, bien entendu, quand on parle de DPE, c'est pour les immeubles importants en termes d'obligation. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de chaufferie, le DPE collectif, il vous concerne, de chaufferie collective, il vous concerne peu. Il n'a aucun intérêt puisque c'est une performance qui est individuelle. À partir du moment où vous avez une maison ou un appartement avec une chaufferie individuelle, on considère que l'isolation, la partie énergétique, ça vous concerne à titre individuel et non pas à titre collectif. Donc, ça ne concerne que les copropriétés qui ont un chauffage collectif et qui ont plus de 50 lots. Parce que même à moins de 50 lots, on ne le rend pas obligatoire. Donc là, en général, tout le monde n'est pas concerné. Par contre, le DTG sur les parties communes, il est obligatoire si vous êtes en copropriété, si vous avez fait l'objet depuis plus de 10 ans, si vous avez fait l'objet d'une procédure d'insalubrité, moi j'en ai eu, alors mes copropriétés par exemple, ont plus de 10 ans. Donc normalement, je suis en mesure de je devrais demander au syndic de lancer une opération DTG. Alors attention, quand on dit lancer une opération DTG, ça veut dire mise à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée peut dire non. Imaginons que les copropriétaires, tout à coup, disent non, finalement, cette année, on fait trop de travaux, on ne va pas le faire. C'est possible. La loi ne dit pas que c'est obligatoire au vote. Elle dit qu'il est obligatoire de le mettre à l'ordre du jour. Après, c'est voté, adopté ou pas adopté. Pour les autres copropriétés, c'est pareil, c'est une option. Donc là, ils peuvent le mettre, s'ils ont moins de 10 ans, ils peuvent mettre ça à l'ordre du jour, ou ils peuvent ne pas le mettre, et ça peut être mis à l'ordre du jour et voté, ou voté à l'ordre du jour, présenté à l'ordre du jour et ne pas voter. C'est pour ça qu'il faut bien différencier ce qui appartient à l'obligatoire impératif, dans lequel il y a des sanctions, là ce n'est pas le cas, à part les subventions que vous pourriez ne pas recevoir, il n'y a pas de sanctions. Donc c'est obligatoire mais sans sanction. Et vous avez d'autres diagnostics individuels qui, eux, sont obligatoires et qui, normalement, devraient être sanctionnés par la non-validité de la vente, donc la non-signature de la vente par le notaire. Et là encore, vous avez des notaires qui passent outre et qui font quand même les ventes, même si les diagnostics ne sont pas là.
Donc, voilà, il faut rester raisonnable par rapport à l'obligation. Alors, pour les conditions d'accessibilité, les bilans d'accessibilité, c'est important de le faire quand on est au moins dans des immeubles. Bon, dans des maisons comme certains, ça a moins d'importance puisque l'accessibilité dépend de la maison. Et donc, si vous devez faire des rampes, par exemple, effectivement, ce sera sur une partie privative, à moins que le terrain soit commun, ce sera sur une partie privative. Si le terrain est commun, effectivement, il faudra demander l'autorisation de mettre cette rampe sur la partie commune qui donne à la maison, de manière à ce que vous ayez une autorisation légale, puisque la partie commune ne vous appartenant pas, vous ne pouvez rien poser dessus sans autorisation préalable. Alors, ça relève, bon, je vous ai cité les deux articles qui relèvent de cette obligation d'accessibilité et que n'importe quel copropriétaire pourrait soulever en disant, voilà, moi je demande l'accessibilité à mon logement. Alors, dans les immeubles, en général, ça se produit par soit la demande d'un ascenseur, quand on est au 6e étage par exemple, là pareil, soumis au vote de l'Assemblée, mais ça peut être aussi la rampe d'accès parce que dans la plupart des immeubles antérieurs à 1960, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est dans plusieurs régions comme ça, vous aviez un hall d'entrée plein pied, et ensuite vous avez 4 à 5 marches, voire 6 marches, pour accéder en fait au palier de l'escalier. Et donc effectivement, ça peut être rédhibitoire pour quelqu'un, par exemple, qui est avec des béquilles ou qui est en fauteuil. Et dans ces cas-là, on prévoit de mettre des rampes, pas forcément des rampes entières, mais deux accès de rampes, donc de couper l'escalier sur 2 parties pour permettre un écartement de fauteuil de passer et de monter. Ceci dit, je ne sais pas comment un fauteuil peut monter cette marche, surtout si elles sont raides, s'il n'a pas un moteur. Et généralement, il y en a, mais bon, ceux qui sont à main, il faut vraiment qu'ils soient très costauds pour monter cette marche avec un fauteuil. Mais bon, là, l'histoire ne nous dit pas comment ils arrivent à… Mais il nous dit que la copropriété doit leur permettre de mettre ces rampes en place pour leur permettre l'accès à la rampe. Les coupures de son. Ouais. Le son est mauvais. Le son est mauvais. C'est mieux? Vous êtes haché. Ça a assuré, oui. C'est bon? Le son est meilleur maintenant ou pas? Parce que ça dépend de la ligne téléphonique, en fait. C'est Poutine qui nous brouille les lignes. Donc, voilà, bilan d'accessibilité, c'est un bilan qu'il faut faire si on est en vertical, en horizontal, non, en vertical, effectivement. Si on est en vertical, il faut obligatoirement le faire parce qu'il y aura forcément à un moment donné une demande. Il vaut mieux effectivement être prévenu de ce que ça pourrait coûter plutôt que d'attendre d'avoir la demande pour le faire. Et quand on est en horizontal, il faut vérifier si les problèmes d'accessibilité… Vous entendez? Mal. Mal. Alors ça, je ne peux rien y faire parce que malheureusement, c'est la ligne. Ça fait de l'écho, c'est assuré. C'est assuré? Alors, on va essayer de recommencer. Donc, le bilan d'accessibilité, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé lorsqu'on est en vertical ou lorsqu'en horizontal, on a un terrain qui est un terrain partie commune. Bilan électrique. Alors ça, par contre, ça paraît indispensable pour la simple et bonne raison, c'est que les conséquences peuvent être dramatiques. Ça peut aller simplement de la minuterie qui ne fonctionne plus à la minuterie qui ne fonctionne plus et un accident parce que quelqu'un est tombé dans l'escalier faute d'électricité. Donc ça, il est impératif que les parties communes soient correctement éclairées. On a parlé des ascenseurs tout à l'heure. Il n'y a pas que les ascenseurs, il y a aussi globalement l'accès à la copropriété, par exemple l'accès au garage. Donc tout ce qui concerne les parties communes, les ascenseurs. On a vu tout à l'heure qu'il fallait un minimum de luminelles indépendants des ascenseurs au cas où justement la minuterie ne fonctionnerait pas. Mais ça concerne aussi les VMC et les cages escaliers, les VMC, les parkings et les extérieurs quand on a par exemple un jardin. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier que d'une part, l'alimentation a bien la terre et vous seriez étonné de savoir combien de copropriétés, neuves ou pas neuves, ont eu la terre et l'ont perdue ou n'ont jamais eu la terre, puisque ce n'était pas une obligation à l'époque et ils pouvaient très bien s'être passés de terre. On sait bien aujourd'hui que c'est possible, puisque ça n'empêche pas le fonctionnement. Par contre, en termes de sécurité, là, l'assurance ne prendra jamais en charge la reconstruction si elle peut détecter qu'il y a eu une absence de prise de terre. Donc, ça peut être très pénalisant. Sur le coup, on peut considérer que c'est anodin. Quand on a un incendie et qu'on perd carrément soit son appartement, soit totalement l'immeuble, là, ça pourrait être… aux dernières nouvelles,
la mise aux normes électriques, on a eu un problème de copropriété qui a pris feu suite à un copropriétaire, le conjoint d'un copropriétaire qui s'est fâché avec lui et qui a mis le feu à son appartement. Le feu a contaminé tout l'immeuble et c'est tout l'immeuble qui a brûlé. Donc, les assurances sont entrées en jeu et là, l'assureur a refusé de prendre en charge la colonne montante d'électricité pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant l'incendie, chaque appartement n'avait pas de compteur individuel. Il avait un sous-compteur, un peu comme l'eau. Il avait un sous-compteur, mais il n'avait pas de compteur de distribution. Et donc, toute cette partie-là, qui a quand même coûté 10 000 €, a été extraite du remboursement de l'assurance. Donc, ce n'est pas neutre. Enfin, on sait que 10 000 €, certes, mais quand on a à verser 100 000 € de réparation et qu'il nous manque 10 000 €, ça peut être compliqué. Et en tout cas, c'est une prise en charge à faire par le syndicat à terme s'il n'est pas pris en charge par les assurances. Après, vous avez les dispositifs de protection. Là, c'est pareil, c'est un peu comme dans les ascenseurs. Normalement, quand vous êtes bloqué, vous devriez pouvoir appeler un service extérieur pour qu'il vienne vous débloquer. Il se trouve que pour les copropriétés, la partie disjoncteur, normalement, devrait fonctionner. C'est-à-dire que s'il y a une surcharge à un moment donné, je prends le cas de la foudre, mais ça pourrait être, par exemple, une surtension de la part du service, et ça pourrait arriver dans ces prochains jours, si jamais il devait y avoir une surconsommation d'électricité pour compenser la perte de gaz, là, on risque de voir un certain nombre de systèmes sauter. Alors, s'ils sont bien équipés, il n'y a que le disjoncteur qui va sauter. S'ils ne sont pas bien équipés, ça peut griller, ça peut mettre le feu à la copropriété, voire à la maison, si c'est une maison. Donc, les dispositifs de protection, ils doivent être actifs. Ils ne doivent pas seulement exister. La durée d'un bilan des parties communes, c'est combien? Alors, il n'y a pas de durée pour les bilans de parties communes. Pour les parties privatives, on sait que c'est 3 ans. Oui. Pour les parties communes, comme ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction des installations. Ça fait au moins une fois. Il faut le faire au moins une fois. D'accord. Pour attester qu'on a vérifié, que c'est bon. Si effectivement le bilan dit que ce n'est pas bon, ben là, il faudra le refaire après la mise en place de la sécurité, obligatoirement. Donc là, par exemple, moi, je n'ai pas eu à faire le bilan de toutes les parties communes. Par contre, comme j'ai eu à faire des travaux d'électricité et qu'il fallait que l'entreprise puisse venir se brancher, c'est là où elle a constaté qu'on n'avait pas de prise de terre et on en a profité pour ajouter la prise de terre avant de faire la peinture. Bon, pour la peinture, ça c'est un peu particulier, mais ça pourrait être aussi pour la pose d'un ascenseur, etc. Où là, c'est pareil. Pour la pose d'un ascenseur, ils ont besoin d'un différentiel, un truc comme ça, qu'on n'avait pas, puisqu'on avait juste une minuterie. Donc là, pareil, il faut que le dispositif soit upgradé, soit mis à jour, mis aux normes, afin de pouvoir supporter l'alimentation, ne serait-ce que de la sécurité de l'ascenseur. En général, on s'en rend compte quand on fait des travaux. Mais si on peut le faire avant, en faisant un bilan, c'est quand même plus efficace et plus sécurisant. Et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de faire le bilan préalable. On le fait en fait par accident lorsqu'on fait des travaux et qu'on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Contrôler le bon fonctionnement, ben ça c'est pareil, hein, les isolants, l'isolation en fait de tous les systèmes, c'est quelque chose qu'on ne vérifie jamais. On attend d'avoir un accident et on s'aperçoit qu'en fait il nous manque quelque chose. Donc c'est pas totalement anodin de vouloir faire au moins une fois un bilan de tous ces systèmes, ne serait-ce que pour les assurances, ne serait-ce qu'en cas d'incident, en cas d'incendie, en cas d'explosion, etc. C'est vrai pour le gaz, qu'on puisse attester qu'en fait le système était aux normes avant l'accident. Ça évite le problème qu'a eu cette copropriété qui aujourd'hui a du mal à montrer qu'en fait elle était aux normes avant, puisqu'elle n'a pas fait de contrôle de bilan et de contrôle de bilan avant, et qu'aujourd'hui l'assureur lui dit, au vu des résidus qui restent, nous constatons, c'est sa constatation à lui, hein, nous constatons qu'il n'y avait pas d'alimentation de compteur électrique individuel. Mais ça, bon, est-ce que c'était vrai ou pas? À la limite, en extérieur, on ne peut pas le savoir puisque tout a brûlé. Est-ce que c'était des compteurs divisionnaires ou des compteurs en alimentation directe d'EDF? Ça, on ne le saura pas puisque tout a fondu. Les ascenseurs, là aussi, il y a des normes sur lesquelles, effectivement, notamment les normes de prévention des risques, de chute. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vérifier soi-même. Il y a des choses qu'on peut vérifier soi-même, mais d'autres non. La fermeture des portes palières, on peut le vérifier. La prévention des chutes, ça, on ne peut pas parce que c'est un calibrage à faire. Donc, il n'y a qu'un spécialiste qui peut le faire. Mais en revanche, comme généralement, on a un prestataire, on peut demander au prestataire de faire un bilan, indépendamment de son contrat, de nous faire un bilan de la situation,
voire même quand on change de prestataire, de demander au nouveau prestataire de faire un bilan pour savoir ce qui a changé, donc pour savoir ce qui pourrait être défectueux et qui sera changé à terme. Alors, en général, ce qu'on peut voir, nous, seulement, sans avoir besoin d'un contrôle, c'est la fermeture des portes palières, l'accès sans danger. Bon, ça, à la limite, c'est plus ou moins vrai, parce que, comme je vous dis, on peut avoir des portes accordéon, et là, la vérification, elle dépend plutôt de l'usage qui en est fait qu'autre chose. Les chocs provoqués par la fermeture des portes, bon, ça, on connaît. L'accès sans danger au local machine, on peut le vérifier, parce que normalement, on ne doit pas pouvoir accéder au local machine qui est au-dessus de l'ascenseur. En général, ils sont mis dans les combles, mais pas toujours. Donc, il suffit d'aller voir si effectivement on y a accès, si la porte a été laissée ouverte par le prestataire lors de son dernier passage. Bon, la protection des circuits électriques, ça c'est pareil, on ne peut pas le vérifier, il faut un spécialiste. L'impossibilité d'accéder aux locaux, ça on peut le vérifier. Et par contre, effectivement, bon, il y a un certain nombre d'autres obligations comme la minuterie, le temps nécessaire pour que la porte soit fermée, les grooms, par exemple, pour les portes simples, on est encore en capacité de vérifier s'ils existent, et s'ils existent, est-ce qu'ils sont en fonctionnement ou est-ce qu'il faut les changer parce que le groom ne fonctionne plus, par exemple. Donc, tout ça, normalement, ce sont des contrôles que le prestataire devrait faire, mais qui ne donnent pas lieu à un document. C'est-à-dire que ça fait partie de sa mission, c'est dans son contrat, mais il n'y a pas de document qui atteste que ça a été fait et que c'est aux normes. Donc, c'est pour ça qu'un bilan, au moins un bilan de début d'exercice, quand par exemple vous changez de prestataire, parce que ça arrive quand même de changer, quand vous changez de prestataire, au moins lui demander un bilan avant de prendre en main l'entretien. Et surtout, ne pas faire comme font certains, de dire ah ben, je vais faire une réparation par quelqu'un d'autre parce que mon fournisseur habituel, celui qui a le contrat d'entretien, il est trop cher. Parce que là, ça fait tomber la garantie du prestataire. Moi, j'ai eu le cas dernièrement, il faut d'ailleurs que je prévienne le syndic, en aucun cas, quelqu'un d'extérieur, un tiers, qui n'a pas le contrat d'entretien, ne doit intervenir sur l'ascenseur. Sinon, on perd la garantie de l'ascensoriste, même si c'est moins cher. Les chaufferies, même difficulté, effectivement, elles ont un certain nombre de contrôles. Alors maintenant, elles sont extrêmement perfectionnées. Elles se pilotent par des boîtiers télécommandés, donc il est impossible de vérifier si effectivement les circuits fonctionnent, etc. Donc là, à la limite, je dirais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut demander au chauffagiste, alors, soit celui qui est en place, soit celui que vous prenez si c'est un nouveau, de tester et de faire un bilan, donc de donner un bilan écrit que vous présenterez à l'Assemblée générale, parce que pour que ce soit officiel et que tout le monde en ait connaissance et que ça puisse être opposable aux assureurs, il faut impérativement avoir un document écrit. Demander à un prestataire de faire un bilan et qu'il vous dise simplement par mail « tout est OK », ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il précise quel type de contrôle il a fait, à quel moment, à quelle fréquence, quels ont été les résultats. Un peu comme les normes ISO. On décrit la méthode de contrôle et ensuite on décrit tout ce qui a été fait correspondant à la méthode et le résultat obtenu. Alors, ça concerne pour les chaufferies l'alimentation. Donc là, on parle du gaz. Ben, on va avoir un problème parce que si un jour, Poutine arrête la production de gaz, enfin, arrête la distribution du gaz qu'il est en train de faire pour certains pays, ça veut dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça veut dire que le système doit avoir une protection qui lui permet d'arrêter la chaufferie en cas de rupture de gaz. Ça, c'est un système de sécurité. Il faut qu'il fonctionne. En général, on l'a, mais comme il est là depuis l'origine, il faut pouvoir qu'il soit testé, et surtout en ce moment, il faut qu'il soit testé en cas de coupure intempestive. Parce que des coupures programmées, ça ne pose pas de problème. On le sait et on peut réarmer la machine. Si c'est intempestif et que le prestataire n'est pas prévenu ni de l'heure ni du moment où ça va se produire, ben effectivement, là, on a un risque. Alors, les détections de fuite, ça, normalement, ça doit exister. C'est quelque chose qui est mais on ne peut pas le vérifier nous-mêmes. Il n'y a que le prestataire qui peut nous faire une attestation certifiant que le problème de détection de fuite a bien été testé et bon. L'étalonnage, bon, ça concerne effectivement la production même d'eau chaude. Et je vous disais, donc les lignes téléphoniques, où là, normalement, on ne devrait plus passer par Orange. Si c'est encore le cas, il faut demander au syndic de changer et de passer par une ligne DSN, qui est une ligne d'abord sécurisée, et ensuite une ligne qui ne dépend pas d'un fournisseur qui pourrait du jour au lendemain couper, puisqu'elles appartiennent en fait au prestataire. Donc, ça rentre dans son activité normale, et en cas de coupure des lignes, ce n'est pas à la copropriété de s'en occuper, c'est au prestataire. Donc, ça dégage la responsabilité du syndicat vers le prestataire, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, c'est quand même un avantage. Et puis après, vous avez tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire les espaces verts. Alors là, j'ai parlé des espaces verts, mais il y a aussi tout ce qui est toiture.
vous avez des toitures qui ne sont pas en très bon état, vous le savez, il faut faire un audit. Parce que si demain une tuile tombe, blesse quelqu'un, que ce soit un copropriétaire ou un étranger, l'assurance pourrait vous dire, avez-vous fait le contrôle normal? Alors, il n'y a pas de contrôle obligatoire de la part de l'État, mais pourrait nous rendre responsables en disant c'est un défaut d'entretien. Donc, pour se dégager de ce type de refus des assurances, le simple fait de faire alors ça peut être tous les 10 ans, hein, de faire un audit de la toiture. Moi, dernièrement, par exemple, pour résoudre le problème, j'ai fait passer des cordistes. Alors, il faut savoir que les toitures, si vous voulez vraiment que les réparations coûtent le moins cher possible, pour ce qui concerne tout ce qui est gouttière extérieure, tout ce qui risque de tomber, il faut faire appel à des cordistes, parce que là, la facture est divisée par 3. Donc, moi, j'ai fait passer des cordistes pour réparer ce n'était pas des gouttières, c'est à côté, ce sont des bandes de rive, ce sont les bandes qui protègent les contours des cheminées et qui protègent aussi la partie qui amène du toit sur la gouttière. Donc, ça s'appelle une bande de rive et elle était, vous avez dans les vieux immeubles, vous avez toujours une bande de rive qui est abîmée. Si vous n'y faites pas garde, premièrement, ça va créer des infiltrations dans les appartements et deuxièmement, ça risque de faire tomber des tuiles directement sur les passants ou sur les copropriétaires ou les utilisateurs, les usagers. Donc, il faut effectivement les réparer et pour les réparer, il vaut mieux faire appel à des cordistes parce qu'eux, effectivement, vont diminuer par 3 la facture. Si vous faites appel à une entreprise de bâtiment, elle va obligatoirement mettre en place un échafaudage. Et là, ça coûte 3 fois le prix de la réparation. C'est pour ça qu'en fait, il y a un rapport de 1 à 3, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est l'échafaudage. Donc, pour tout ce qui est, je dirais, extérieur, qui déborde du toit, les cordistes peuvent faire office et peuvent faire la réparation. En revanche, pour tout ce qui est sur le toit, c'est-à-dire tout ce qui est manteau des cheminées, tout ce qui est tuiles elles-mêmes, on peut les faire par l'intérieur, mais la plupart du temps, il faut faire un ensemble de travaux, à la fois des cheminées et à la fois des tuiles. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, faire tout en même temps par la même entreprise, par un échafaudage, et demander donc aux cordistes, lorsqu'ils interviennent, de faire les photos des parties qui sont abîmées, ce qui a été le cas d'ailleurs, on m'a envoyé des photos de toutes les parties abîmées, et ensuite passer une commande auprès d'une entreprise pour remettre en état. Mais le seul fait d'avoir pris des photos et de demander à une entreprise de faire les travaux vous dédouane au niveau des assurances. Si entre-temps une tuile tombe, obligatoirement, elle doit le prendre en charge puisque vous avez fait le nécessaire pour identifier le problème. Certes, ça n'a pas été réalisé, mais parce qu'il y a d'autres éléments, il faut faire voter en assemblée. Donc, c'est seulement dans le cas où l'assemblée n'aurait pas voté, aurait refusé de faire les travaux, que là, effectivement, c'est le syndicat qui serait condamné et qui ne serait pas remboursé. Mais dans le cas où vous avez déjà fait un devis, que vous êtes en cours de préparation de l'assemblée et que vous attendez le vote pour faire les travaux, l'assurance devrait prendre en charge ce genre de dégâts. Vous avez le même problème, on en a parlé pour les plantations. Il faut que les plantations ne soient pas trop proches des limites de propriété. Et il faut, c'est un contentieux régulier, on le dit, mais la plupart des gens ne font pas attention à ce genre de choses. Alors, aussi bien pour les nouvelles plantations que pour les anciennes qu'il faut peut-être supprimer. Vous avez les piscines. Ce n'est pas parce que c'est une piscine interne à la copropriété qu'elle ne doit pas respecter les normes de sécurité, donc les mises aux normes, notamment de barrières, protection, d'affichage de la limite d'âge autorisée pour accéder seul à la copropriété. Et puis les jardins, c'est le même problème. De plus en plus, on a des jardins fermés, mais en imaginant que vous ayez des jardins ouverts, il faut prévoir effectivement la sécurité des usagers qui pourraient par accident se trouver dans vos jardins. Donc, s'il y a des terrasses, par exemple, qui sont défectueuses, avec des trous, avec des risques de chute, il faut effectivement faire de la prévention. Ça, par contre, pour les jardins, je crois qu'on doit pouvoir être capable de faire ça nous-mêmes parce que c'est du visuel. Il n'y a pas de normes, je dirais, techniques dans les jardins. C'est une norme d'entretien normale. Donc, effectivement, quand on a un jardin, de temps en temps, on vérifie que comment ça s'appelle ? Ce n'est pas des gouttières, c'est les évacuations d'eau de pluie sont bien débouchées, que ça ne vienne pas infiltrer un appartement, un rez-de-chaussée ou une cave, qu'il n'y ait pas de trous, par exemple de taupes qui auraient fait des trous qui pourraient occasionner la rupture d'une cheville dans le cas où il y aurait donc un copropriétaire ou un visiteur qui se serait fait mal. Donc, ça, c'est le genre de choses, on est en prévention, donc c'est le genre de choses qu'il faut faire pour éviter d'être en difficulté. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi quand on s'y attend le moins et quand on n'a pas prévu donc ce genre de mise en place de protection. Et après, je ne vais pas rentrer dans le détail des obligations comptables et financières. Il doit tenir une comptabilité. Après, la qualité n'est pas précisée.
il doit faire une comptabilité d'engagement quand il a plus de 15 000 euros. Ça veut dire que même une facture qui n'est pas payée doit être en comptabilité, doit se trouver en comptabilité. Là, ça vous concerne plus, M. Massé, parce qu'effectivement, quand on a une facture qui est en attente, quand on est en compta de trésorerie moins de 4, on n'est pas obligé de la comptabiliser puisqu'on fait que de la comptabilité de trésorerie. N'empêche qu'elle est là et que si on ne veut pas l'oublier, il faut bien la mettre dans la compta. Si on ne la met pas dans la compta, on risque de l'oublier et de ne pas savoir qu'on doit encore quelque chose. Ouvrir un compte bancaire, alors là, je ne sais pas si c'est pas ce matin où j'ai précisé que le problème des comptes bancaires de syndic, c'est que les banques font souvent des sous-comptes. C'est-à-dire il y a des comptes individuels, mais ils les rattachent au compte principal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le jour où vous changez de syndic, eh ben, l'ancienne banque vous rend un chèque, et ça, c'est la preuve que ce n'était pas un compte individuel, vous rend le chèque en vous disant, voilà, le solde de trésorerie. C'est un peu ce qui s'est passé avec la banque, je ne sais plus si c'était le Crédit Agricole, puisqu'elle m'a rendu un chèque, elle a souhaité avoir un virement, faire un virement. Donc, elle ne m'a pas rendu de chèque, mais elle a fait un virement de compte à compte. Assurer l'entretien de l'immeuble, je viens de citer tous les éléments qui doivent rentrer dans l'entretien de l'immeuble. Donc, les mises aux normes, ça fait partie de l'obligation du syndic, au moins de les proposer. Après, si le syndicat refuse, ça, c'est autre chose. Mais il faut au moins qu'il y ait une présentation de l'Assemblée et donc, par là même, les intégrer dans le budget qui sera présenté. Et ensuite, suivre les impayés sans déléguer, parce que certains syndics ont pris l'habitude ces dernières années de sous-traiter à des sociétés de recouvrement le recouvrement des impayés. Ça, c'est interdit. Il n'y a pas la société Reebok ou je ne sais plus comment elle s'appelle la dernière, Recash, qui vous consulte, qui vous appelle en vous disant vous avez un impayé. Si jamais vous trouvez ça, là, effectivement, vous avez le droit de porter plainte parce qu'ils n'ont pas le droit de déléguer. Et en tout cas, vous avez le droit de ne pas répondre à cette question puisqu'ils n'ont pas autorité pour le faire. Seul le syndic peut réclamer des impayés. Après, les obligations de conseil, c'est difficile. Enfin, il y a une obligation générique, mais c'est difficile de dire qu'un syndic a une obligation de conseil, puisqu'en général, vous n'avez pas le syndic en interlocuteur, bon, sauf exception pour moi, parce que je suis en direct, mais c'est une exception, mais les syndics font appel à des salariés qui ne sont pas formés. Et donc, les agents du syndic que vous avez, qui s'appellent les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de copropriété, ne sont pas des gens formés. En général, d'ailleurs, on les prend les moins formés possibles, parce que comme ça, ils ne posent pas de difficultés en matière de gestion du syndic. Mais il n'empêche que ce sont quand même les gens qui sont en face de vous en assemblée, et c'est pour ça que quand vous leur posez des questions très techniques sur la comptabilité, ils ne peuvent pas vous répondre parce qu'ils ne sont pas comptables. Quand vous leur demandez des précisions sur la partie juridique, ils sont quelquefois juristes, mais pas au niveau de pouvoir vous répondre en assemblée générale. Donc, effectivement, on a une difficulté, c'est qu'on adopte un contrat de syndic, mais on n'a pas le syndic en ligne. D'ailleurs, on se demande si le syndic lui-même interagit dans le dossier ou s'il est simplement là pour superviser et piloter simplement des gestionnaires. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et c'est ce qu'on aurait dû certainement exiger, et peut-être qu'on devrait pouvoir le demander au ministère, de rajouter que les gestionnaires d'immeubles soient formés comme les syndics. Puisqu'ils font office de syndic, ils doivent avoir la formation de syndic. Un peu comme des avocats qui sont des avocats stagiaires, mais ils sont avocats. Avant tout avocats, stagiaires certes, mais ils sont avocats. Et bien pour les syndics, ça devrait être pareil. On ne devrait pas avoir de gestionnaires incompétents, donc non formés, devant nous au moment du rendu des comptes et au moment de l'Assemblée générale. Ensuite, ce n'est pas un ingénieur ni un architecte, et là, même le syndic lui-même, même s'il était présent, il n'a pas les compétences techniques pour la partie travaux. Donc c'est là où il faut, soit on a une compétence interne, soit on fait appel à un élément extérieur, par exemple, pour les gros travaux, pour tout ce qui concerne la pose d'ascenseur, par exemple. Ce n'est pas au niveau d'un copropriétaire de valider un devis de pose d'ascenseur, parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir et qui peuvent avoir des problèmes, des conséquences financières, techniques peut-être, mais en tout cas financières importantes. Par exemple, on ne pense jamais au fait que quand on pose un ascenseur, la première chose à faire, c'est le creusement d'une cuvette pour poser l'ascenseur sur un sol qui soit complètement solide, en tout cas complètement sécurisé. Mais on ne pense jamais qu'en fait, il y a une première opération qui est la cuvette. Et si vous n'y pensez pas au moment de l'adoption du devis, vous allez avoir une surcharge d'à peu près 10%, rien que pour le calcul du poids, les calculs techniques, qui seront de toute façon à présenter lors du permis de construire qui sera à déposer en mairie. Donc, c'est obligatoire, vous ne pourrez pas faire sans. Mais si vous ne les avez pas inclus dans le devis, forcément, ils vous seront rajoutés a posteriori. Or, normalement, ça doit être une opération globale. On ne devrait pas dissocier les calculs de charge d'un ascenseur avec la pose de sa cuvette
de la construction totale. Et pourtant, si vous ne faites pas appel à un spécialiste, on va vous présenter des devis qui ne sont pas forcément avec les calculs de charge. Ce n'est pas forcément un juriste diplômé. Quand vous avez des difficultés, par exemple, en matière de procédure contre un voisin qui a empiété, etc., le gestionnaire, ce n'est pas un avocat. Il n'a pas la formation nécessaire pour pouvoir répondre à votre question ou pour pouvoir anticiper les problèmes potentiels qui peuvent se produire. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander une consultation d'avocat parce que ça ne fait pas partie de ses compétences de base, ni du syndic, ni du gestionnaire. Et ensuite, le problème, c'est qu'effectivement, contrairement aux autres professions réglementées, notaires, huissiers, architectes, ingénieurs, je ne sais pas trop, parce qu'ils ne sont pas assermentés, mais en tout cas, ils ont un niveau de technicité qui nécessite une mise à jour. Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne notaires, huissiers, architectes et avocats, on a une obligation de formation annuelle. Voilà. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais on a une obligation. Les syndics n'en ont pas. Ils n'en ont pas voulu, ça leur a été proposé, mais ils n'en ont pas voulu, comme ils n'ont pas voulu non plus d'un ordre des syndics qui aurait une autorité hiérarchique, en tout cas disciplinaire, auprès d'eux. Donc, à partir de là, effectivement, on n'a pas d'autorité supérieure et le seul moyen, c'est soit de s'en débarrasser, donc de changer de syndic, soit de faire une procédure dans le cas où on a vraiment une difficulté et une faute matérialisée et dont on a la preuve et qui est caractérisée pour permettre le lancement de cette procédure. Mais au pire des cas, ça n'engagera que son assurance responsabilité civile. Il faut savoir qu'un syndic, il a au moins l'obligation d'avoir une assurance responsabilité professionnelle et que donc, s'il commet une faute, ce n'est pas lui qui va la payer, c'est son assurance qui paiera à sa place. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en saisir et à la solliciter. Je n'ai pas de cas en mémoire. J'ai eu plusieurs cas de figure. On a été coupé, excusez-moi, on a été coupé l'espace d'une minute ou deux là. Oui, Est-ce que je ne M. sais Roquet, pas. c'était pareil pour lui? Alors, je ne sais pas, parce qu'il n'y a que vous qui avez sauté, en fait. Monsieur Roquet Monsieur est toujours là. Moi, je n'ai pas été coupé, moi. Pardon? Non, Je ce n'ai sont pas les été lignes coupé, non. indépendants. Moi, j'étais complètement coupé. Voilà, c'est ça. Alors, dans la partie mise en cause de la responsabilité du syndic, on a par exemple un état daté qui aurait été mal fait, où il a oublié de réclamer à un vendeur, je ne sais pas moi, des appels de travaux. Donc là, effectivement, l'acheteur, il va refuser de les payer en disant « mais moi, j'ai acheté avant le vote, donc je n'ai pas à payer, et il faudrait bien quand même payer la facture de fournisseur ». Là, vous pouvez faire entrer en action l'assurance du syndic. Pour ça, vous l'avez, elle se trouve dans le contrat de syndic, il vous suffit de lui envoyer un courrier recommandé en disant « voilà, déclaration de sinistre, merci de nous rembourser ». Et si le gestionnaire fait une erreur dans sa gestion, c'est le syndic qui peut le reprendre et lui dire que ça ne va pas. S'il y a une erreur qui est récupérable, par exemple, il s'est trompé dans la comptabilité, il récupère, il refait une assemblée générale, ça, ce n'est pas un problème. Mais là, je pense à des erreurs qui ont des conséquences financières, voire humaines, mais des conséquences qui ne sont pas récupérables. Par exemple, le vendeur est parti, il n'a pas payé sa quote-part de travaux, ce n'est pas récupérable. Ça veut dire que c'est bien au syndic de mettre en jeu son assurance pour rembourser le syndicat du montant qu'il aurait dû recevoir. Vous pouvez avoir ça aussi en cas de… J'essaie de me rappeler les cas de figure où on a eu… Mais souvent, les copropriétaires hésitent en fait. Mais la déclaration d'assurance auprès de l'assurance du syndic, c'est comme une déclaration quand on a un sinistre chez nous, un dégât des eaux. On a un dégât des eaux, on fait simplement une déclaration. Ça ne veut pas dire que l'assurance va prendre en charge, mais ça veut dire qu'on a déclenché le processus et qu'on a acté à une certaine date qu'il y avait un sinistre et qu'effectivement, il faudra le résoudre d'une manière ou d'une autre. Non, ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, par exemple, il serait parti avec la caisse ou il disparaît. Il a disparu, vous ne pouvez pas l'appeler en responsabilité, vous ne pouvez pas lui faire rendre raison. Par contre, il y a toujours son assureur qui est toujours là, lui, et qui peut répondre de sa faute et qui peut rembourser le syndicat. Donc, cette information, elle se trouve dans le contrat de syndic, vous l'avez toujours. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir quand on a un problème de ce type. Et ça, on l'a en ligne normalement. Ça, vous l'avez, non, oui, enfin le contrat de syndic, normalement, fait partie des documents que vous pourriez avoir en ligne, comme je le disais tout à l'heure, à condition d'avoir demandé à ce qu'il soit en ligne, puisque la loi ne prévoit pas la liste des documents à mettre sur extranet. Donc, c'est quelque chose à faire en commun avec le syndic. Alors, vous pouvez déjà faire une liste et dire au syndic, voilà, j'aimerais bien que ces documents-là soient en ligne. Et si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'obligation, il n'est pas en faute s'il ne les met pas en ligne.
Ah, merci de votre attention et à bientôt, c'est marqué. Eh oui, parce que j'ai pas de… En fait, moi, je viens de terminer, je viens de voir que j'allais terminer ma présentation. Alors, si vous avez des questions sur ces obligations de syndic, n'hésitez pas à me les poser. Oui. Sur l'isolation dans des combles, là, il y a un complément d'isolation qui nous est demandé et bon, ils estiment que c'est aux parties communes à payer. Alors que les parties communes ne sont pas chauffées, donc il n'y a pas de. Est-ce que ça fait partie des parties communes ou c'est à Ben, chaque copropriétaire? ça dépend si les comptes sont des parties communes ou pas, parce que vous pouvez avoir des comptes qui ont été vendus à Non, des… les comptes, c'est parties communes. Ben, si c'est partie commune, ça dépend si ça a été voté en assemblée ou pas. S'il n'y a pas eu de vote en assemblée, non, il n'y a aucune obligation de le faire. Là, pour l'instant, c'est posé en l'heure du jour, quoi. Ils le Ah oui, vendent à l'heure du mais jour. c'est une question, c'est une simple question, vous pouvez répondre non. Les Voilà. parties communes, alors, ça dépend. Si vous avez une chaufferie commune, Non, il n'y a pas de chaufferie commune, il n'y a pas de chauffage, c'est un chauffage alors, individuel. donc ça n'a aucun intérêt de chauffer, d'isoler les combles. Voilà. La Chaque seule chose que vous pouvez copropriétaire. proposer d'isoler, mais dans ce cas-là, ce serait aux frais du copropriétaire, c'est celui qui est au dernier étage. Parce Voilà, que lui, d'accord. effectivement, il a un intérêt, donc il peut Ah isoler oui, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, mais c'est une voilà, simple autorisation d'accord. de poser, par exemple, de la laine de verre dans les Voilà. combles, mais pour Oui, sa partie à lui. c'est pas l'ensemble des copropriétaires de Ah payer non, pour. Voilà, d'accord. il n'y a Non, c'est aucune bon. obligation. Vous pouvez le D'accord. faire, mais ça n'a aucun intérêt. Oui, oui. Non, c'est pour l'obligation, merci. Par contre, le syndic, lui, il a un intérêt à le faire parce qu'effectivement, plus il y a de travaux, plus il a des honoraires sur travaux. Ah oui, oui, d'accord. Oui, là, bon, on est syndic nous-mêmes, donc ça va. Voilà, donc il fait la proposition. Alors non, mais quand on a un syndic professionnel, effectivement, il va avoir tendance à vous Oui, présenter plein de oui, travaux. forcer la main. Après, voilà. Après, c'est à vous de dire, bah, ça, c'est obligatoire et on en a besoin. Ça, c'est obligatoire, on n'en a pas besoin, on ne fait pas. D'accord. Ok, c'est bon. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, Non, c'est bon, on va. c'est bon. Alors, de Oui. toute façon, si vous avez des choses qui vous sont sorties de l'esprit ou sur lesquelles vous voulez Mais, revenir, mais nous, moi j'ai une question pour notre voirie, mais enfin, on en avait déjà parlé ensemble, quoi. oui. On a une copropriété, la voirie, enfin vous savez, Madame Alain, Oui, la oui. voirie, on ne sait pas si elle appartient toujours au promoteur ou si elle nous appartient à nous, parce qu'il y a eu un office notarial qui s'occupait de tirer ça au clair, mais aux dernières nouvelles, la mairie ne voulait pas nous reprendre parce que la voirie ne nous appartenait pas. Alors, On c'est va un truc qui élucider. faudrait que… Là, dernièrement, j'ai eu un cas identique qu'on a réussi à forcer à la mairie, à reprendre les voiries, mais ça a été très très long parce qu'ils ont essayé de faire pression sur la copropriété et notamment une voirie sur laquelle, en plus, heureusement, c'est pas dans les dom-toms, avait en plus posé un système. C'est bon, c'est vrai pour toutes les copropriétés qui sont du côté de Bormes-les-Mimosas, en tout cas qui sont dans le sud, et pour lequel, à un moment donné, dans les années 70-80, ils avaient obligé les promoteurs, sous réserve de donner le permis de construire, ils les avaient obligés à prendre en charge le service d'incendie. Et donc, les bornes d'incendie sont sur des propriétés privées, alimentées par les propriétés privées, mais desservent plusieurs quartiers. Donc là, ça pose un gros problème parce qu'effectivement, elle devrait pas, le service d'incendie est un service public. Il ne devrait pas se trouver dans les parties privatives. Et en tout cas, ce n'est pas à des copropriétaires, là c'était une ASL, ce n'est pas des colotis, de payer le système d'incendie de tout le quartier. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à faire admettre par la mairie qu'il faut qu'elle récupère la voirie où se trouve la borne, parce qu'on ne va pas déplacer les bornes, c'est tout un réseau qu'il faudrait déplacer. Donc l'ASL a été d'accord pour céder le terrain à la mairie. La mairie, dans un premier temps, a refusé en disant « nous, on ne veut rien savoir, à vous de réparer ». Parce qu'en plus, il a été endommagé. Tant qu'il n'était pas endommagé, personne ne se posait la question. À un moment donné, comme c'était une voie de circulation, où il y a des usagers publics qui passent, un camion a démoli la borne d'incendie. Et là, la mairie s'est empressée de demander à l'ASL de payer le remplacement de la borne d'incendie. Bien entendu, ils sont revenus vers nous. On leur a conseillé surtout de ne rien accepter. Ça a duré presque un an, parce que ça date de l'année dernière. Ils ont fait pression sur pression, réunion sur réunion avec les colotis. Et finalement, on a trouvé une solution qui a permis de sortir de la situation. C'est qu'on a fait, c'est en cours, on a fait prendre par l'Assemblée une décision de restitution de cette parcelle, donc de cette voirie, à la mairie, en disant qu'elle le prenne ou qu'elle ne le prenne pas. Si elle ne le prend pas, il devient bien vacant. Et si ça devient un bien vacant, la mairie est obligée, par la loi, est obligée de le reprendre dans le domaine public. Donc, indirectement, quand on a une mairie qui refuse de prendre en charge des voiries qui devraient lui appartenir, il suffit de s'en débarrasser en assemblée. Du coup, la voirie en question devient 100 mètres. Et à partir du moment où on a un bien vacant 100 mètres, c'est une obligation pour la mairie de le reprendre dans son domaine. Donc, on les a coincés comme ça.
Mais Et il a nous, fallu. et nous, ce qui est étonnant, c'est que notre voirie, à un moment donné, j'ai vu une pancarte dans notre voirie qui donc peut être privée, mais on ne sait pas. Hein, normalement, elle devrait être privée, mais c'était pas clair, ça ne nous appartenait pas. Et on a vu un point de rassemblement qui a été mis dans notre voirie en cas de catastrophe, en cas de tsunami ou truc comme ça, ou de, vous voyez, un point de Non. rassemblement. Bah pareil, c'est un maire qui effectivement essaye d'imposer des prescriptions publiques qui devraient normalement être sur le domaine public dans des domaines privés. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que la seule solution dans ces cas-là, quand on ne sait pas, c'est de prendre une décision de se dégager de cette propriété, de la céder, en tout cas de s'en débarrasser. Et à partir de là, effectivement, ça oblige la mairie à le reprendre en main. Mais on n'est pas forcément obligé de faire ça tant qu'on n'a pas trouvé une solution avec la mairie. Donc, le plus simple, c'est de voir avec le notaire. Bon, j'ai essayé de l'appeler, il n'était pas dispo, je vais le rappeler. Mais c'est de voir vraiment avec la mairie. Ils ne sont jamais dispo au téléphone. Jamais, jamais, jamais. Il faut écrire. Il faut faire Mais non, mais moi, je vais les avoir quand même parce qu'il faut au moins quelqu'un du service urbanisme, parce que j'ai besoin de les avoir en ligne. Après, si ça ne marche pas, effectivement, on fera un courrier. Mais non, je vous parlais des notaires, moi. un Le notaire, oui. service urbanisme, je pense qu'ils vont vous répondre. Oui, je les connais bien. Justement, moi, en fait, l'objectif, c'est de dire, peu importe qui est propriétaire, on ne sait pas. Donc, on va partir du principe qu'au pire, on est propriétaire. Donc, on cède cette parcelle. Et à partir de là, au moins, une chose est sûre, c'est soit elle est à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de dégâts, puisque de toute façon, ce n'était pas à nous. Donc, ça n'a pas de valeur. Et si c'est à personne, parce que ça aussi, ça existe, des biens vacants. Et si c'est à personne, au moins, on les a restitués sur le domaine vacant. Et là, il ne reste plus que la mairie pour les récupérer. Ça, c'est la solution ultime. On a trouvé ça, on a réussi à faire passer ça, mais ce n'est pas celle qu'on préconise. Effectivement, le mieux, c'est de faire les choses dans les termes. Si le promoteur, la difficulté, c'est que le promoteur est parti et que lui, à mon avis, il ne s'intéressera pas à ce sujet parce que c'est un travail supplémentaire et que ça ne lui rapporte rien. Donc, on peut éventuellement lui demander de faire la rétrocession si elle n'a pas été faite, mais encore faut-il qu'il accepte parce qu'on ne peut pas l'obliger à le faire. On pourrait le faire par procédure, mais pourquoi vous faire payer une procédure pour quelque chose qui aurait dû être fait depuis le début et qui n'est pas de votre faute? Ça n'a pas de sens. Et d'autant plus que la voirie en question dessert 2 lotissements et nous sommes en aval du premier lotissement. Donc, ça veut dire que normalement, c'est même une voirie qui devrait être commune aux deux. Ça veut dire que vous êtes enclavé dans une voirie qui passe par une autre copropriété. Donc, vous êtes exactement. Exactement. Et l'autre copropriété, l'autre lotissement, il est antérieur au nôtre. Donc, à mon avis, c'est lui qui est propriétaire de la voirie en totalité. Donc, peut-être les contacter pour leur demander si dans leurs actes… Mais il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas eu d'ASL ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, les propriétaires se croient propriétaires individuels de villas alors qu'ils sont dans un lotissement. C'est une histoire de fou, quoi. Mais là, oui, vous pouvez obliger l'autre ASL à s'auto-convoquer. Il n'y en a pas. Oui, mais ils seront obligés de se constituer pour répondre à la question. Par contre, est-ce que vous avez leurs coordonnées à la deuxième ASL? J'ai des coordonnées de quelques propriétaires, de l'autre suffisamment de copropriétaires, au moins des riverains de la voirie. C'est pour ça qu'il faut que j'ai le service d'urbanisme pour qu'ils me clarifient cette situation, parce que eux, si c'est une ASL, ils auront l'information, parce qu'ils ont donné le permis de construire. Non, il n'y en a pas. Moi, je suis affirmatif, il n'y en a pas. Et ils sont comme nous, c'est encore le promoteur qui est encore propriétaire des voies, d'après les hypothèques. Donc, nous, on ne peut rien faire, parce que quand on se demande à la mairie, reprenez-nous la voirie, ils nous disent, mais vous n'êtes pas propriétaire, on ne peut pas parler avec vous. Donc, et le promoteur existe encore ou pas? Oui, bien sûr. Là, à mon avis, il faut commencer par saisir le promoteur. Oui, mais j'avais fait une lettre recommandée, puis une à la mairie, copie à la mairie. Et vous m'aviez envoyé les coordonnées du promoteur? Je ne suis pas sûr. Oui, je vous ai envoyé les doubles d'un tas de trucs, mais il faudra peut-être qu'on en reparle en privé après. Voilà, il faudrait qu'on contacte le promoteur et qu'on le mette en demeure de céder les… Mais pas de céder à vous, hein, parce que du coup, ça ne sert à rien de vous les céder pour faire une… Mais qui cède directement à la mairie. Directement à la mairie. Voilà, c'est ce que je pensais, moi. On avait monté ce serait plus simple que ce soit la mairie qui l'aurait… C'est pour ça que j'aimerais avoir le service d'urbanisme, parce que ce serait plus simple que ce soit le service d'urbanisme de la mairie qui leur rappelle que dans le permis de construire, il était dit que les voiries devaient revenir à la mairie. Ça me paraît logique. Hein. Mais ce n'était pas dit, mais c'est ce qui se fait dans les us et coutumes dans les communes françaises. Au bout de 10 ans, on est en droit de demander à la mairie de nous reprendre nos voiries. Oui, mais bon, là vous êtes entre deux eaux. C'est-à-dire que vous êtes utilisateur, mais on est rien. déclaré propriétaire. Donc, je dois voir à l'urbanisme qui est déclaré comme propriétaire de cette voie. Tant que je n'ai pas ça,
je peux difficilement appeler le promoteur. Il me Eh bien, faut moi, du je vous corps. avais envoyé le relevé des hypothèques tout récent, là, et qui mettait Eh ben, toujours on va se baser sur ça pour saisir le promoteur et le mettre en demeure de faire la cession et en mettant la mairie en copie. Exactement, mais c'est ce que j'avais fait moi en tant que collectif citoyen, quoi. Mais j'avais pris que les riverains des deux. J'avais pris tout notre lotissement, plus les riverains de l'autre lotissement dans lequel on passe. Mais ça n'avait Voilà. rien donné. Mais collectif, ça n'a pas de valeur pénale, enfin je veux dire, ça n'a pas de valeur autant qu'une ASL ou un truc comme ça, quoi. Un Bon, collectif citoyen. on va reprendre. Je vais essayer de joindre Voilà. le service d'urbanisme déjà pour voir avec eux s'ils ne peuvent pas le faire, parce que Et ce serait plus puis, logique que ce soit l'inverse, que ce soit la mairie qui réclame la propriété de cette voirie. l'office notarial, qui est l'office notarial du promoteur, bien sûr, chaque fois que moi je contacte, eh bien, ils me répondent pas, quoi, finalement. Ils disent on a beaucoup de travail, ou pourtant j'envoie des mails, tout ça, n'appelez pas Non, au non, mais la seule téléphone. chose qui marche, c'est les mises en demeure en recommandé. Et Les voilà, mails, ça voilà. ne Donc sert à c'est rien. pour ça qu'on a absolument besoin de vous pour nous appuyer dans Non, cette non, mais affaire-là. on va s'en occuper. Mais je voulais Ah avoir oui. le service d'urbanisme avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pourrais vous donner les noms des personnes. J'ai usé une énergie en 10 ans incroyable là-dedans et j'y arrive pas parce que c'est affreux, quoi. Ah oui, non, mais on va s'en occuper. Sinon, vous n'avez plus d'autres questions sur le Non, mais sujet? c'était intéressant, hein, très intéressant. Donc, voilà. Voilà. Bon, C'est bien bah, des choses comme ça. à la Voilà. prochaine formation. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.